Donc bienvenue à tous à cette conférence sur le thème de une finance au service des communs et de la transition. Donc je vous présente Jean-Christophe Duval. Donc j'ai rencontré il y a peu longtemps sur Facebook. On a eu un échange très très riche. Et en fait, cet échange m'a ouvert les yeux, moi personnellement, sur le rôle de la finance et le rôle de la monnaie. Donc j'ai vraiment pris conscience de choses et je suis vraiment très heureux en tant que membre du collectif Place Libre. Donc juste en deux mots, Place Libre, on facilite l'émergence de projets de l'open source par une approche synergétique et une approche rétribuée. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre sur Place Libre et puis je vais te donner la parole, Jean-Christophe, pour démarrer cette magnifique conférence. Donc, merci à toi de prendre ce temps-là, de nous partager tes idées et de nous ouvrir les yeux. Voilà. Bonne chance à toi. Magnifique. Tu me diras ça à la fin si c'est magnifique. Je l'espère, je vais faire vraiment de mon mieux. Ok. Bon, alors déjà, je tenais à vous remercier. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Et je suis vraiment flatté, je suis vraiment honoré que vous soyez là pour m'écouter. Moi, un illustre inconnu. Donc, ce que nous supposons, c'est que notre système monétaire est absolument arrivé en bout de course, simplement par une incomplétude. Alors, on se dit qu'il y a un gros problème, on a de plus en plus de dettes, et on doit de plus en plus travailler, on est de plus en plus dans la servitude, et la planète est dans un état dramatique sur le plan écologique. Alors, mes amis de chez les éconologistes, que je vous présenterai tout à l'heure, s'ils le veulent, et un autre groupe, l'Institut Rousseau, avec lequel je travaille dorénavant, on a une intime conviction, le problème vient de la monnaie. Le problème vient de la monnaie. Et en fait, le problème est dû à ce que j'appelle une incomplétude comptable. On a un problème au niveau de la comptabilité, il nous faut quelque chose, une comptabilité, un nouveau logiciel de comptabilité qui nous permettrait donc de réparer la nature, là où notre logiciel de comptabilité unique nous oblige à faire des trous dans la nature pour combler des trous dans nos dettes. Donc, alors, cette conférence va durer à peu près 40-45 minutes. Donc, alors, la présentation du dilemme se fait en 5 points. Ensuite, il y a la présentation d'une solution en 2 ou 3 points. Donc, le premier point, c'est le rapport de l'homme au travail. Hein. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle l'utilitarisme marchand irrationnel. Le troisième point, c'est ce que j'appelle l'entropie économique. Le quatrième point, c'est ce que j'appelle la métaphore des trous. Et le cinquième point, donc, c'est le mythe de Sisyphe de la dette. Donc, il faut bien comprendre que tous ces points sont imbriqués les uns les autres pour parvenir à une dialectique finale qui nous fait la démonstration claire que cette dette est une absurdité sans nom et qu'il va falloir absolument changer de système. Alors maintenant, au niveau de la solution, je vais proposer une solution qui n'est peut-être pas forcément vraiment, au point. Bon, il faut brainstormer, hein. Bon, c'est ce qu'on fait avec mes amis les éconologistes. Et donc, on tente de trouver quelque chose qui serait éventuellement susceptible de sauver notre monde et de réparer notre monde sans ajouter à la dette qui constitue donc un mythe de Sisyphe. D'accord ? Bien, je vais commencer donc cette conférence. Alors, je vais déjà vous poser une simple question et on tentera d'y répondre tout au long. Quelle est donc cette malédiction? Quelle est donc cette alchimie qui nous pousse à faire des choses que nous ne devrions plus faire et qui nous interdit de faire les choses que nous devrions faire? Le rapport des hommes au travail. Les hommes, depuis toujours, sont attachés au travail, soit par servitude alimentaire, ce que Lordon appelle le chantage, soit par servitude culturelle. Ce que j'appelle la servitude culturelle, c'est le fait que les hommes trouvent dans le travail tout un tas de gratifications, de l'appartenance, de l'acceptation, de la distinction sociale, de l'intégration sociale, des grades sociaux. Tout ce genre de choses nous sont assez spontanément fournis par les niveaux de responsabilité que nous trouvons dans nos professions. Ce qui sous-entend que si demain il n'y avait plus de travail, si demain il n'y avait plus de profession, il serait assez malaisé pour les hommes d'orchestrer un ordre social, vu que le travail, a priori, constitue d'une certaine manière
le fait d'orchestrer paisiblement la société, c'est-à-dire élire des chefs ou des gens par le biais du mérite, hein, sans avoir besoin de passer par la violence des massues en disant « c'est moi le chef ». Bon. Là, ici, par le biais du travail, on se trouve une certaine légitimité, une certaine façon de se dire « bon, ben voilà, je mérite ma place ». Et donc, bon, ben, on pourrait se dire éventuellement que si les hommes sont tant attachés au travail par ce genre de choses, eh ben, ça pourrait être une aubaine. On pourrait se dire, c'est super si les hommes veulent travailler, ça tombe bien. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Hein, il y a beaucoup de travail dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de travail dans les EHPAD. Il y a beaucoup de travail dans les écoles. Il y a beaucoup de travail dans les services publics. Il y a les ponts qui s'effondrent à Gênes, par exemple, il faut tout réparer. Il y a beaucoup de travail dans ces choses-là. D'accord ? Mais le gros problème, c'est que ces domaines, souvent publics, sont soit financés par l'impôt, soit financés par les prélèvements obligatoires. Donc, il faut bien comprendre que l'impôt, qu'est-ce que c'est? L'impôt, eh bien, c'est un monde non marchand, c'est-à-dire le domaine public, qui va donc demander au monde marchand de produire, de sorte à produire de la richesse, ce qu'on appelle la croissance, qui servira à ponctionner cette richesse en impôts, la fiscalité, qui permettra donc de financer le monde non marchand et faire toutes les choses qui relèvent des domaines publics. D'accord ? Donc, on peut voir ici que tout ce qui est essentiel n'est pas forcément rentable, hein, de ce point de vue-là, et tout ce qui est rentable n'est pas nécessairement essentiel. OK ? Alors, par exemple, pour donner pour mettre les points sur les i, hein, par rapport à ce genre de choses, imaginons que je veuille créer une entreprise et que j'ai un fonds écologiste. Je suis un idéaliste, hein, vous le savez déjà, je suis un idéaliste écologique. Et que je vais voir ma banque parce que j'ai remarqué que les plages étaient polluées, hein, de déchets plastiques, ce genre de choses. Et puis, bon, bah, j'y vais moi-même avec mon plastique, tout seul, sans demander mon compte à personne. Et puis, je vais nettoyer les plages. Mais j'ai besoin de faire les choses en grand. Et j'ai besoin d'aller voir une banque et de dire, bon, voilà, j'ai besoin d'un camion éventuellement pour aller nettoyer les plages. Et puis, bon, ça m'aidera et je pourrais faire beaucoup plus. Alors, je vais voir ma banque. La banque me dit, bon, bah, écoutez, c'est sympa, vous êtes un idéaliste, c'est très, très bien. Mais le gros problème, c'est que il faut comprendre que ça, c'est pas rentable. À moins que vous soyez subventionné, à moins que vous touchiez de l'argent de la part d'un philanthrope écologiste et qui soit riche, il faut bien comprendre que ce genre de choses n'est pas spontanément financé par le système bancaire qui est en recherche de rentabilité, de sorte à pouvoir rembourser une dette. Bon. Donc, on voit bien que toutes les choses qui sont extractives, c'est-à-dire, bon, on trouve des déchets de smartphones, on trouve des déchets de bouteilles. Donc tout ça, ça vient de l'économie d'extraction, d'accord ? L'extraction, ça rapporte. En revanche, la réparation ne rapporte pas, d'accord ? Donc maintenant, on en arrive à ce que j'appelle l'utilitarisme marchand irrationnel. Alors, je vais simplement vous faire une phrase qui va peut-être vous faire tilt. J'ai l'impression qu'un jour, ce système-là nous demandera de tuer le soleil pour pouvoir mieux vendre des chandelles. Il faut comprendre une chose. Un monde parfait, il n'y a rien à vendre. Dans un monde parfait, il n'y a absolument rien à vendre. Et en fin de compte, la perfection, c'était la nature avant nous. Et nous, on arrive ici, et nous et notre désir de réussir pour séduire, réussir pour être intégré à notre société qui a érigé le travail au rang d'une certaine vérité morale et a adossé le mérite sur la comptabilité du plus faisant. Plus je fais, plus je mérite, plus je suis gratifié, plus je suis heureux. Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'on se cherche systématiquement des utilités à un endroit où toutes les utilités ont été déjà épuisées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été à faire, on les a faites, et dorénavant, ces choses-là ne sont plus à faire. Elles sont derrière nous. Ou éventuellement, les utilités à la fois réelles et rentables, il faut bien retenir les deux choses. Les utilités à la fois réelles et rentables sont déjà occupées par d'autres, par des grandes corporations bourgeoises, capitalistes, pour qui la distribution des cartes a déjà été faite il y a bien longtemps. Donc, on peut dire que les domaines de l'utilité utile et rentable sont déjà prises. En revanche, les domaines de l'utilité non rentable, c'est-à-dire la réparation, tout le monde s'en fout. Le bien commun, c'est ce que tout le monde détruit parce que ça rapporte, mais que personne ne répare parce que ça coûte. Alors, dans l'utilitarisme marchand irrationnel, on peut se poser plein de questions. Je ne sais pas si vous connaissez Noam Chomsky, il a dit une phrase à peu près pareille que moi. Alors, l'année dernière, quand j'avais fait mon blog, j'avais dit une phrase comme ça, on se pousse à créer des problèmes pour justifier le commerce des solutions. Et en fait, ce que j'ai dit, excusez-moi si vous pouvez juste éteindre vos micros pour que ça me déconcentre un tout petit peu. Merci. Donc,
on se pousse à faire des problèmes juste pour créer le commerce des solutions. D'accord? Donc, c'est Noam Chomsky qui disait ça. Et dans ces solutions, dans le commerce de ces solutions, eh bien, on va remplacer ce qui existait déjà et ce qui tournait déjà très, très bien. Par exemple, on va tuer les abeilles pour arriver, tiens, on est des héros, hein, on travaille dans la pollinisation artificielle. Bon, il peut se poser aussi une question, hein, est-ce qu'on crée des armes parce qu'il y a la guerre, ou est-ce qu'on crée des guerres parce qu'il y a le business des canons à faire tourner? Est-ce qu'on crée des remèdes parce qu'il y a des maladies, ou est-ce qu'on crée des maladies pour faire tourner le business des remèdes? Bon, c'est assez idéaliste, hein, ce que je suis en train de dire là, mais néanmoins, réfléchissez bien à tout ça. Et dites-vous bien une chose, c'est que dans un monde parfait, il n'y a rien à vendre. Donc le but, c'est de rendre le monde imparfait en faisant un trou dans ce qui était utilisé par la nature pour ensuite arriver, placer des hommes et placer quelque chose à vendre dans ce qui existait déjà et de se dire, ben voilà, l'homme est utile, il a trouvé sa place, il y avait un problème qu'il a créé lui-même pour ensuite arriver en espèce de héros et remplacer de façon artificielle un problème qui était résolu depuis bien longtemps par l'équilibre originel de la nature. Ok ? Mais alors donc, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on va se pousser à faire de la croissance, donc on va faire tout un tas de choses qui relèvent de ce que j'appelle l'utilitarisme marchand irrationnel. On va faire des trous dans la nature, des domaines qui existaient déjà et qui étaient fort bien, et puis on va arriver là en espèce de héros, on va sauver le monde, et puis en fin de compte, on va faire des trous dans la nature pour dire, bon bah ça va, on a remplacé les abeilles, donc toutes ces choses-là, et on s'oblige à faire des choses. En fait, l'utilitarisme marchand irrationnel, c'est on crée des peurs. On crée des peurs pour chatouiller nos affects. On crée des faux besoins pour chatouiller nos désirs. Et dans toutes ces réponses-là, c'est du business, c'est des gens qui travaillent, c'est tout un système économique qui tourne, et forcément basé sur une dette. D'accord ? Donc, en fin de compte, c'est ce qui me fait dire en fait cette phrase qui est une punchline à moi. Hein. Enfin bon, c'est un peu, ça sonne un peu Frédéric Bastiat. Hein. Vous savez, Frédéric Bastiat, le libéral dans les années 1850. Hein. C'est des gens qui vont porter plainte contre le soleil parce que ça fait un commerce déloyal par rapport aux bougies. Bon, en fin de compte, j'ai l'impression un jour qu'on a affaire à des gens qui auront envie de tuer le soleil pour pouvoir vendre plus de bougies. Vous comprenez ce que j'appelle l'utilitarisme marchand irrationnel. Bien. Bon, maintenant, on va passer au second point, le troisième point que j'appelle l'entropie économique. Alors, l'entropie économique, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui nous vient donc de la physique, hein, ce qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique. Cette deuxième loi de la thermodynamique nous dit que toute action engendre une ou des réactions. Alors, si je fais une transformation à quelque chose, j'aurai une transformation, j'aurai une réaction. Cette réaction, ça peut être des bénéfices, ça peut être des nuisances. Donc, si je prends le problème dans un autre sens, si je veux des bénéfices, je vais engager une transformation à la nature qui va me faire avoir ces bénéfices, mais qui du même coup va engendrer tout un lot de nuisances. Ces nuisances, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les externalités négatives. Les externalités négatives, elles sont de plusieurs sortes, elles sont de plusieurs ordres. Bon, on pourrait parler d'externalités négatives sur le plan social. Je veux faire des bénéfices, je ferme une usine en France pour délocaliser en Chine, pour faire des économies, ça plaît à la finance, j'engage un bénéfice. Bon, externalité négative, j'ai mis des hommes sur le carreau en France. Ok, premier point. Bon, ensuite, vous connaissez tous des exemples comme ça. La trame est toujours la même. Hein. Vous pourrez calquer le truc sur chaque domaine, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ensuite, on a des externalités négatives sur le plan de l'éthique, sur le plan de la dignité humaine, sur le plan de la dignité animale, sur le plan de plein de choses, hein, sur le plan de la santé. Hein, on a fermé des. Enfin, hein, on n'a pas de masque. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire des bénéfices. Donc, c'est toujours la gestion des ronds de carottes, hein, sous l'égide du néolibéralisme. Hein, on ferme. On est les hôpitaux en concurrence et on pense que la main visible va tout arranger. C'est faux. Hein. Donc, voilà ce qui se passe, notamment par rapport aux masques et par rapport au manque, aux pénuries de tout, en fait. Hein, le manque de chambres. Bon, le problème est actuel, donc vous savez très bien de quoi je parle. Bon, puis alors après, il y a des nuisances sur le plan de l'énergie. Donc l'énergie, vous connaissez Jean-Marc Jancovici, il vous en parlera bien mieux que moi. Hein. On s'oblige à faire 3 fois le tour de choses en avion pour les voir arriver de la planète, hein, pour les voir arriver sur nos étalages, ce qui est complètement aberrant. Donc, et puis bien entendu, des externalités négatives sur le plan environnemental.
Alors bon, il y a un économiste libéral qui avait parlé des externalités négatives, et en fait, il avait dit quelque chose de très très pertinent. Il s'appelle Ronald Coase. Et lui, il avait dit ceci: les hommes ne polluent pas pour le plaisir de polluer. Les hommes polluent tout simplement parce que c'est la manière la moins coûteuse de produire. La moins coûteuse de produire. Vous comprenez les choses. À partir du moment où on veut faire des bénéfices, c'est comme si on va glisser la poussière sous le tapis, en fait. C'est-à-dire que, bon, par exemple, bon, on va produire plein de bouteilles de coca, c'est super, bon, coca ou n'importe quoi. Hein. Et puis, bon, bah, les bouteilles, ensuite, elles vont se retrouver dans la mer, à polluer nos océans. Bon, vous comprenez bien le problème de ce que j'appelle l'entropie économique. Donc, on peut dire que si on voulait réparer les externalités négatives, eh bien, hein, vous l'avez compris par le phénomène bancaire, hein, j'ai à faire des économistes, donc je développe hein, pour les gens qui sont un petit peu débutants, enfin qui ne connaissent pas trop la théorie économique et monétaire. Bon, si je voulais réparer les économies, enfin les externalités négatives, ça me coûterait mes économies. Donc si on peut résoudre ça par le biais d'une simple phrase, donc engendrer de la richesse économique, ça va me coûter à la richesse écologique et sociale. En revanche, réparer la richesse écologique et sociale, ça va me coûter en richesse économique. Vous comprenez le dilemme de l'entropie économique. Bien. Donc maintenant, on va passer à un autre point qui s'appelle les banques et l'argent. Donc c'est avant d'arriver à la métaphore des trous. Bon, vous savez tous, vous êtes économistes, hein, que les banques prêtent l'argent des dépôts, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, en fait. Les banques créent de la monnaie ex nihilo, d'accord? Et prêtent cette monnaie sous forme de dette, hein, à condition que votre projet soit rentable, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et lorsque votre entreprise est devenue pérenne, bon, enfin, vous remboursez vos traites et au fur et à mesure, la monnaie est détruite. Donc, bon, ce n'est pas une création de billets, c'est une création de monnaie scripturale, c'est-à-dire simple opération de compte. Donc, c'est un logiciel informatique hein, de comptabilité qui va donc créditer votre compte au moment du crédit et débiter, enfin, c'est-à-dire remettre à zéro ce compte au moment de son remboursement. La seule chose qui reste, donc, c'est l'usure bancaire, hein, bon, c'est l'intérêt de la banque. D'accord ? Alors, de prime abord, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais c'est scandaleux, ça crée de la fausse monnaie, machin et tout. » Ok. Bon, j'ai déjà eu des discussions avec des gens sur ce genre de choses. Bon, moi, personnellement, je trouve ça assez pertinent de créer de la monnaie ex nihilo, parce qu'a priori, la monnaie n'est rien d'autre qu'un contrat social. Pour moi, intellectuellement, ça ne me dérange pas trop. Au début, j'étais assez outré, certes, mais à passer le premier réflexe du dégoût et du scandale, je me dis, à la limite, c'est pas si impertinent que ça. Le seul problème, c'est qu'en fait, il y a trois questions qu'il faut qu'on se pose. Trois questions qu'il faut qu'on se pose. C'est quels organismes, quelles institutions ont la prérogative de faire ça? Est-ce que ce sont des banques commerciales ou d'autres sortes d'organismes? Premier point. Deuxième point, est-ce que cette création de monnaie est diffusée sous l'égide d'une dette ou pas? Troisième question, si cette monnaie est diffusée sous l'égide d'une dette, qu'est-ce que ça implique? Si cette monnaie n'est pas diffusée sous l'égide d'une dette, qu'est-ce que ça implique? Donc, c'est les trois questions qu'il faut qu'on se pose. Okay, une fois qu'on a dépassé l'état scandaleux de la création monétaire ex nihilo. Bien. Maintenant, je vais vous expliquer ce que j'appelle la métaphore des trous. Alors, la métaphore des trous, c'est bon pour les gens qui sont keynésiens comme moi, bon, théorie de John Maynard Keynes, hein, et notamment des gens comme Édouard Cotin-Aziol qui m'a expliqué ça via sa thèse de doctorat et qui m'a tout de suite éclairé qu'une thèse de doctorat que je vous conseille de lire, c'est la thèse de Édouard Cotin-Aziol. Je vous la conseille vraiment. Ça va vraiment vous expliquer la théorie de la monnaie endogène. Et donc, cette monnaie de la métaphore des trous, ça vous explique la monnaie endogène. Alors donc, c'est une métaphore qui est là pour simplifier les choses. Imaginons que j'aille voir mon banquier et que bon, mon projet est rentable. Cette fois, j'ai décidé de fabriquer des smartphones et de devenir un winner. Hein. J'ai envie de m'acheter une Ferrari dans un an et puis de me dire, bon, voilà, super, j'ai réussi ma vie. Je vends des smartphones. Les externalités négatives, je m'en fous. Allez, rock'n'roll, et puis la vie est belle. Et l'utilitarisme, jouir sans entrave. Hein, bon. Donc, je vais voir ma banque. La banque me prête de l'argent. Maintenant, par métaphore, je vais dire que la banque va me prêter de quoi faire un trou de 10 coups de pelle. 10 coups de pelle. Je vais faire mon trou de 10 coups de pelle. Bon. Ça voudra dire qu'il va falloir que je rembourse cet argent à ma banque. Donc, je vais extraire des ressources naturelles à la nature, enfin, des ressources naturelles, de sorte à créer des marchandises ou éventuellement les vendre ou les transformer ou les assurer. Enfin bon, il faut savoir qu'il y a toute une chaîne économique et commerciale qui s'orchestre autour de ça, autour de l'extraction. Bien. Donc peu importe ce que je fais, ça participe à une économie extractive.
Ça veut dire qu'en fait, la théorie de la monnaie endogène, il faut comprendre que c'est le désendettement. Le désendettement des uns ne peut se faire que grâce à l'endettement des autres. Okay, alors, par métaphore, on va faire comme si moi, je suis l'agent A et je vends ma marchandise à un agent B. Bon, mais il faut que je fasse ma marge et il faut que je fasse la plus-value, enfin, c'est-à-dire l'usure pour la banque. Donc, 10 plus 2, l'usure de la banque, plus 3, ma marge, ma valeur ajoutée. Bon, alors je passe la comptabilité, hein, les soldes intermédiaires de gestion, apparaît tout ça. C'est juste pour la métaphore, on va vite, hein, d'accord? Bon. Ça veut dire qu'un agent B devra s'endetter à hauteur de 15 coups de pelle pour que moi, je me puisse me désendetter de mes 10 coups de pelle, d'accord? 10 plus 2 plus 3. Okay, ça voudrait dire que l'agent B va devoir donc orchestrer sa vie, il faut qu'il soit rentable, hein, pour engendrer une dette. Donc, orchestrer sa vie dans une économie extractive, de sorte à pouvoir réussir sa vie dans un contexte de monnaie dette. Et donc, il va produire de la marchandise et ensuite, il va devoir endetter un agencé à hauteur de 20 coups de pelle. Pourquoi? 10 plus 2 plus 3. Je garde les mêmes chiffres pour aller vite, hein, d'accord? 2 pour l'usure et 3 pour la valeur ajoutée de l'entreprise. Bon, vous comprenez un peu le délire, hein, c'est-à-dire qu'à plus forte raison, toutes les entreprises et toutes les créations d'entreprises vont engendrer une vague d'endettement, désendettement, endettement, désendettement. Et fatalement, cette vague de endettement, désendettement va devenir de plus en plus grande. Vous l'avez compris. À chaque fois, à chaque agent, on rajoute 5. Okay, bon, alors, c'est à la fois vrai et pas ce que je dis. Hein. C'est-à-dire, il faut, bon, là, je parle uniquement de création monétaire. Il y a des entreprises qui sont déjà pérennes. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, bon, un fonds de roulement qui n'est pas une dette, en fait. Hein. Ce fonds de roulement, bon, je veux dire, c'est comme si vous aviez, vous, de l'épargne. Hein. C'est-à-dire, c'est la monnaie qui est gagnée et bon, bah, il n'y a plus à la rembourser. Hein. C'est le capital solidifié de votre entreprise, en quelque sorte. Hein. Votre trésorerie, en fait. Hein. Okay, enfin, pas votre trésorerie, parce que la trésorerie peut être une dette, mais on va dire que c'est la valeur ajoutée que vous avez faite et qui a dépassé une fois tous les soldes intermédiaires de gestion, vous ne la devez plus. D'accord? Donc, on comprend ici, pour conclure ce paragraphe de la métaphore des trous, que les hommes vont devoir s'endetter à tour de rôle à plus forte raison, d'accord, dans une économie extractive, hein, et dans une vague de dette qui va devenir fatalement de plus en plus grande. Donc, moralité, sachant qu'une dette se rembourse par le biais d'une économie extractive, on va s'obliger à faire des trous de plus en plus grands dans la nature pour rembourser des trous de plus en plus grands sur nos feuilles de comptabilité. Okay, c'est à cet endroit que la métaphore des trous devient la métaphore, enfin, je veux dire, la réalité des trous réels qu'on s'oblige à faire à la nature. Vous comprenez l'emboîtement de toutes les choses. Okay, alors donc, on peut se poser des questions, en fin de compte, sur l'origine de la dette des 250 000 milliards de dollars que la planète doit à la banque, en fait. Hein. Alors, le PIB de la planète, c'est 80 000 milliards de dollars. Bon, si on devait financer la transition écologique énergétique, il faut comprendre que alors, suivant les hypothèses, hein, il y avait l'Institut international de l'énergie au Danemark qui avait fait une extrapolation dont ça coûtait entre 60 000 milliards de dollars si on voulait financer la transition écologique énergétique au niveau mondial. D'accord ? Bon, il faut comprendre que s'il fallait financer ça par une dette, ben, en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est comme si vous écrivez une dette pour sauver le monde, et ensuite vous allez devoir tuer le monde par l'extraction pour rembourser une dette, ce qui est complètement absurde, ce qui alimente ce que j'appelle un mythe de Sisyphe. Okay, bon, maintenant, on arrive au point final de la démonstration du dilemme. On arrive au mythe de Sisyphe. Bon, le mythe de Sisyphe de la dette. Alors bon, Sisyphe, c'est en philosophie, hein, Camus, le mythe de Sisyphe. Bon, c'est bien avant. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour présenter la métaphore, Sisyphe, c'est un héros grec, enfin bon, un personnage de la mythologie grecque, qui a défié les dieux. Et bon, il a été puni par les dieux pour ça. Et sa condamnation, c'était de pousser une boule au sommet d'une montagne, d'accord ? Et donc, c'était sa malédiction éternelle. C'est-à-dire que bon, il était mort, mais il vivait, enfin, c'est-à-dire il était ressuscité uniquement pour faire ça. En gros, c'était son enfer. C'était son enfer. Donc, son objet, c'était de pousser une boule jusqu'au sommet d'une montagne. Une fois arrivé en haut, il devait redescendre. La boule redescendait, il devait recommencer éternellement. Donc, c'est le mythe de Sisyphe que Camus qualifie comme étant l'archétype de l'absurdité, en fait. Et j'utilise cette métaphore, et là, tout va s'éclairer pour vous. Je pense que vous êtes assez intelligent pour savoir là où je veux en venir. C'est qu'il faut comprendre que je vais revenir sur ma métaphore des trous. Imaginons que tous les coups de pelle, qui sont des dettes qu'on doit à des banques, d'accord ? Imaginons que tous ces coups de pelle, je la mette à chaque fois sur la montagne de Sisyphe, d'accord ? Que je la mette sur la montagne de Sisyphe, et donc à chaque fois qu'on crée une dette, donc on ajoute à hauteur de la montagne de Sisyphe. Okay, donc Sisyphe, vous avez compris, c'est l'homo economicus, hein,
émanence suprême de la lumière, qui s'efforce à travailler pour réussir sa vie, qui engendre tout un tas d'externalités négatives à chaque fois qu'il fait quelque chose. Donc voilà. Donc alors Sisyphe, il s'oblige à pousser un rocher au sommet d'une colline. Et alors dans la boule que pousse Sisyphe, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve en fait dans cette boule? Eh bien, on trouve deux choses. On trouve l'utilitarisme marchand irrationnel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Sisyphe veut réussir sa vie pour plaire à sa société, eh bien, il va faire une dette, d'accord? Et donc, il va créer tout un tas de choses, donc ça va lui donner du travail, donc de la servitude, bon, soit de la servitude alimentaire, soit de la servitude culturelle, ok? Et puis aussi, il faut savoir un truc, c'est que ça va, dans cette boule, il y a aussi la réparation des externalités négatives. Souvent, c'est par l'impôt. Et l'impôt, je vous ai dit, c'est un monde non marchand, public, qui va donc demander au monde marchand de produire de la richesse, de sorte à créer de la richesse pour tirer un impôt de ça, qui servira donc au monde marchand à réparer les externalités négatives précédemment créées par la production extractive. D'accord ? Donc en fait, on tourne en rond. Donc en fait, il faut bien comprendre par cette métaphore-là, quand on médite bien sur la question, cette boule ne peut que grossir. Fatalement. C'est la réparation des externalités négatives et l'utilitarisme marchand irrationnel. Quand vous cumulez le truc ensemble, il faut bien comprendre un truc. C'est ça le mythe de Sisyphe, mais c'est encore pire que l'absurdité. Je crois que c'est le summum de l'absurdité. À chaque fois que Sisyphe va pousser cette boule, il faut comprendre que si Sisyphe fait un pas pour pousser cette boule, la montagne va grossir de 2 pas. Okay, et la boule va grossir autant symétriquement, enfin simultanément, enfin je veux dire proportionnellement, d'accord? Ce qui fait que Sisyphe, l'homo economicus, croit gravir la montagne, il pense qu'il va arriver. En fait, c'est absurde. En fait, si vous voulez, métaphoriquement, Sisyphe est toujours à mi-chemin de la montagne, mais il n'atteint jamais le sommet. Il n'atteint jamais le sommet, puisque à chaque fois qu'il avance d'un pas, la montagne augmente de plusieurs coups de pelle, et la boule grossit. Vous comprenez le dilemme? Donc en fait, on voit bien que Sisyphe, voulant pousser une boule pour réussir sa vie et faire tout un tas de choses, engendre des externalités négatives. Donc alors, déduction, on a de plus en plus de dettes, d'accord? Sisyphe, l'homo economicus, d'une intelligence extraordinaire, hein, bon, est de plus en plus dans la servitude absurde, et notre planète est dans un état désastreux à un moment où on lui demande encore plus d'économie d'extraction. Vous comprenez le dilemme? Voilà, donc l'agonie de notre monde s'accompagne ainsi de la vénération persistante de ce qui le tue. Ok? Alors, pour conclure le dilemme en plusieurs points, bon, j'espère que vous avez tous compris, j'espère que j'ai été assez clair. C'est un peu ce que j'appelle le syndrome de l'île de Pâques. Hein. De la même façon que les habitants de l'île de Pâques ont détruit leur écosystème pour ériger des idoles et donc honorer un dieu, les habitants de la planète Terre, à l'échelle internationale, s'obligent à détruire leur écosystème pour ériger des babioles qui les feront réussir à leur dire à la société « je suis un winner, j'ai réussi ma vie, je suis un homo economicus efficient et économiquement parlant ». L'archétype du débile profond qui n'a rien compris à ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous comprenez le piège dans lequel nous sommes en train de tomber. Et bon, ben alors, il faut bien comprendre que ce que nous supposons, mes amis éconologistes et moi, et puis bon, d'autres personnes, hein, comme par exemple Alain Grandjean, Nicolas Dufresne, tout ça est dû à une incomplétude de notre comptabilité monétaire. Notre système, je suppose, je peux me tromper, mais en fait, il faut creuser la question. Il faut creuser la question, et c'est la mission qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est vraiment de creuser la question. C'est de dire, bon, est-ce que, en fait, depuis la nuit des temps, on prend la nature, d'accord? Parce que bon, bah, on a orchestré notre survie avec ça. Quelque part, c'est anthropologique. C'est un paradigme anthropologique. C'est-à-dire qu'on prend, ça nous permet de survivre, et puis après, bon, bah, on met des parures sur nos visages, on dit, bon, bah, voilà, on se porte des dieux en mettant de la peinture sur nos visages, vous voyez de quoi je parle? Et puis bon, bah, au début de l'existence sauvage, on n'était rien d'autre que des singes nus. Hein. Le livre de Desmond Morris nous dit que nous étions rien d'autre que des singes nus. Et en fait, pour survivre, il a fallu qu'on fasse preuve d'une certaine créativité, qu'on était attaqué par des lions. Hein. Donc, il a fallu on n'était pas assez fort pour lutter contre des bêtes sauvages. Donc, on n'avait pas de griffes, on n'avait pas de crocs, on n'avait pas de vitesse, on n'avait pas de puissance. Nous ne pouvions que perdre. La seule façon dont nous avons pu survivre, c'est d'associer nos mains, hein, et notre cerveau. Donc, cette association a été capable de créer des concepts. Okay,
Donc, on a créé une lance, par exemple, capable de tuer le lion. Donc, anthropologiquement, c'est un peu la dialectique de Hegel du maître et de l'esclave. C'est-à-dire que on va, à partir du moment où on arrive à créer une lance pour tuer le lion, ben, la proie devient prédateur, c'est-à-dire l'homme était la proie, il devient prédateur, et le lion, enfin, on chasse pas les lions, mais quand il faut se défendre, on se défend, quoi. Donc on a créé une lance, on peut se défendre. Donc en fait, c'est la dialectique de Hegel, du maître et de l'esclave, revue et revue, d'un point de vue anthropologique. Le maître a dépassé l'esclave et l'esclave a dépassé le maître, en fait. D'accord? Donc il y a une inversion des choses. Et en fait, depuis la nuit des temps, ben, on fait ça, en fait. C'est la dialectique de Hegel d'un point de vue anthropologique. Et notre économie tourne autour de ce genre de choses. D'accord? Donc, en fait, on a orchestré toute notre socialité, nos codes socioculturels, notre façon de vivre, notre way of life, autour d'une façon de réussir. Et puis, bon, ben, dorénavant, si vous voulez, le travail est devenu une sorte de culte moral où celui qui fait des efforts eh bien, sera gratifié par la société comme étant quelqu'un de responsable anthropologiquement. C'est-à-dire que quelqu'un qui œuvre à sa survie. Mais dans un domaine où tous les domaines réellement utiles sont déjà occupés par la nature, l'homme devient soudainement inutile. Et donc, il y a cette espèce de phrase, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et en plus, ouais, voilà, il y a aussi la religion, la culture religieuse. Et puis, que dire aussi de Max Weber, qui nous dit dans son livre Éthique protestante et esprit du capitalisme, que celui qui ne travaille pas, c'est celui qui vole du temps à Dieu. Et voler du temps à Dieu, c'est déplaire à Dieu. Et déplaire à Dieu, c'est se condamner à l'enfer. Donc les gens, notamment de la culture protestante américaine, s'obligent au travail simplement pour éviter l'enfer. Donc s'obliger au travail, c'est bien. S'il y a des choses utiles à faire, ça peut être très très bien. Mais maintenant, s'obliger au travail lorsqu'il n'y a rien à faire et s'obliger à faire pour faire, même si rien n'est à faire, à produire pour produire, même si rien de pertinent est à produire, eh bien là, ça devient immoral. Là, ça devient immoral. Parce qu'on dépasse un concept, en fait. Tout est une question de mesure. Et là, maintenant, quand je parle de transition écologique, je parle aussi de transition culturelle, intellectuelle. Je veux dire, c'est le grand dépassement d'un système de pensée que nous avons depuis la nuit des temps, qui a été en plus appuyé par la religion depuis 2000 ans. Hein, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ou alors la formule de Saint Paul, celui qui ne travaille pas, alors qu'il ne mange pas non plus. Toutes ces choses-là, culturellement, c'est dans nos mœurs depuis très longtemps. Donc voilà. Donc alors, je considère que si les hommes veulent continuer à travailler, il serait quelque chose de pertinent. Il y a quelque chose de très pertinent à faire, c'est de changer notre système monétaire. Et moi, ce que je propose très personnellement, bien avant ça, c'était une intuition que j'avais, et puis bon, j'écris ça un peu tout seul, et puis après, ça m'a conforté lorsque j'ai rencontré les éconologistes, et ils m'ont dit, ouais, t'as raison, et on a créé un groupe, et on tourne autour de ça, et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Alors, moi, j'imagine quelque chose. Imaginons que la nature était une entreprise, une banque. Ok? Une banque. La nature est une banque. Bien. Alors, une banque ou une entreprise, hein, et on l'appellerait donc la banque de la nature. Alors, la banque, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un contenté, hein, c'est un bilan. Hein, ok? Actif, passif. Ok. Donc, au passif de la banque de la nature, nous aurions donc toute l'extraction, c'est-à-dire tout ce que les hommes prennent à la nature, qu'on comptabiliserait sous l'égide d'une méthode qui reste encore à définir. D'accord? Et à l'actif de ce bilan, eh bien, nous créerions une monnaie non-dette qui servira à la transition écologique et sociale. Alors, comment ça s'articulerait? Déjà, en fait, ça serait sous l'égide d'une règle. Si je prends des choses gratuitement à la nature, enfin, si je prends des choses que la nature me fournit de façon gratuite, alors je me donne les moyens de réparer de façon gratuite la nature. En gros, c'est une règle. C'est une règle dorénavant à mettre en place. Si je prends d'un côté, alors je me donne le droit, je m'oblige à réparer de l'autre. C'est pas uniquement je prends pour orchestrer ma société. Non, je prends, ok, ça me permet de faire des trucs d'une certaine utilité ou pas, d'accord? Parce que bon, il y a une extraction utile et indispensable. Mais comme je vous l'ai dit, dans l'utilitarisme marchand et rationnel, il y a beaucoup de choses complètement bullshit qu'on s'oblige à faire, d'accord? Uniquement pour réussir nos vies, voilà. Et de l'autre côté de ce bilan, on aurait donc le passif, enfin l'actif, qui serait donc une création monétaire ex nihilo et qu'on dirigerait donc vers de nouvelles sortes d'entreprises. Donc on créerait de nouvelles sortes d'entreprises, de nouvelles sortes d'entrepreneurs, de nouvelles sortes de vocations, de nouvelles sortes de professions, en fait, dont l'objet, en fait, serait de réparer le monde, de préserver
de la précaution, de faire tout un tas de choses qui sont, je dirais déjà de une, rejetées par les banques parce que c'est pas rentable. Et là, maintenant, soudainement, ça devient rentable. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué. Et donc, alors je vais revenir sur plusieurs points, d'accord? C'est comme si je vous disais que cette monnaie de non-dette, bon, c'est pas l'hélicoptère monétaire de Friedman, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas non plus du quantitative easing, hein, on fera la différence après. Hein. Donc, alors cette monnaie non-dette, ça dirigeait à dessein de ces entreprises-là, et donc aurait pour effet, une monnaie non-dette aurait pour effet de combler deux trous. Deux trous, ok? Les trous qu'on a fait à la nature, donc la réparation des externalités négatives, et ensuite, cette monnaie non-dette, forcément, elle serait au bilan des banques de ces entreprises concernées par la réparation. Et donc, en fin de compte, il y aura une sorte de ruissellement keynésien, de relance par la demande. C'est-à-dire qu'on aurait des entreprises avec une nouvelle sorte de chiffre d'affaires, une nouvelle sorte de profit, en fait, qui ne proviendrait pas de la production de marchandises dans une extraction de ressources naturelles, mais là, on ne produit pas de marchandises, on répare la nature. Okay. Par métaphore, je vais vous dire un truc. En fait, c'est comme si, voilà, je veux faire un bateau pour aller dépolluer l'océan. Et vous me dites, vous êtes banquier, ah, mais c'est pas rentable ce truc. L'extraction rapporte, la réparation coûte. Bon, alors je vous dis maintenant, et je me réfère à Keynes pour ça. Imaginons que je sois un magicien, ok? Et j'ai le pouvoir, d'accord, pour vous motiver à financer mon projet, j'ai le pouvoir, dans cette bouteille, de mettre des petits diamants dedans. Et maintenant, je vous dis, ben, allez les chercher. À chaque fois que vous aurez des bouteilles, vous aurez un chiffre d'affaires. En gros, c'est ça. Bon, maintenant, voilà, c'est juste une métaphore. Par rapport à la métaphore de Keynes, mettez des billets dans des bouteilles, enterrez-les, allez, dites aux gens d'aller les chercher, ce sera leur revenu. Sauf que là, on oriente le truc à bon escient. C'est-à-dire que c'est pas stérile, c'est vraiment quelque chose qui sert à quelque chose. C'est vraiment un financement de monnaie ex nihilo qui sert à quelque chose qui n'est pas une dette. Alors, je vous l'ai dit, hein, si cette monnaie était une dette, ça alimente le mythe de Sisyphe, donc c'est du grand n'importe quoi. Hein, on crée une dette pour sauver le monde, et puis ensuite on tue le monde pour rembourser la dette, ce qui est complètement absurde. D'accord ? Et là, on crée donc une nouvelle sorte de profit, une nouvelle sorte de chiffre d'affaires, une nouvelle sorte d'entreprise, une nouvelle sorte d'entrepreneur. D'accord ? Des entrepreneurs d'un tout nouveau genre. Donc, en fait, on a affaire à une transformation schumpeterienne de notre système modèle, de notre modèle social et économique. Bon. Alors maintenant, très rapidement, bon, si vous voulez des détails après par rapport au fonctionnement bancaire, je vais faire très très bref par rapport à ceux qui connaissent le système bancaire. Bon, les agrégats monétaires, M0, M1 et tout ça, bon, pour ceux qui connaissent, hein, genre les Dominique Plion, Michel Aglietta, bon, vous êtes économiste, à mon avis, vous savez de quoi je parle. Bon. Alors, imaginons que cette monnaie non-dette, on s'en serve comme agrégat monétaire M0. C'est-à-dire que, on connaissait les agrégats monétaires, c'est-à-dire la réserve obligatoire, on s'en servira de la réserve obligatoire. Et donc, au fur et à mesure que augmenterait cette réserve obligatoire, hein, eh bien, on baisserait le taux de réserve obligatoire. Par exemple, là, actuellement, le taux de réserve obligatoire est de 2 sur 90. C'est-à-dire que la banque doit garder 2% en monnaie centrale pour prêter 90% en dette, maximum. Elle peut prêter 98% en dette. Okay, et imaginons que ça augmente, d'accord? Donc 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc., etc. Et bon, on jouerait ensuite avec le taux de réserve obligatoire. Au fur et à mesure que ça monte, donc on baisse le taux de réserve obligatoire, donc 98, 97, 96, etc., etc. Voilà, on avait défini avec André Peter, ça serait peut-être une bonne idée, mais bon, sinon ça deviendrait la MMT. Et, il faut quand même qu'il y ait un monde marchand qui est utile. Je veux dire, sinon, on en revient à une économie fermée au sens Karl Popper. Donc, il faut quand même un monde marchand créatif. Donc, alors, il y aurait 50% de monnaie non dette qui serait pour le monde non marchand, la réparation des externalités négatives et en l'occurrence la transition écologique. Ensuite, cet agrégat monétaire servirait à financer le monde marchand par le biais des réserves obligatoires, bon, ce qu'on appelle la théorie des réserves fractionnaires et tout ça, pour financer cette fois le monde marchand avec une monnaie dette. Parce que le monde marchand, en fait, la différence entre le monde marchand et le monde non marchand, c'est très simple. Il y en a un qui fait de la plus-value, le monde marchand, l'autre qui n'en fait pas, qui coûte à la plus-value. Donc, il est absolument absurde de dire, bon, voilà, on va financer le monde marchand par le biais de la même méthode que le monde marchand. C'est complètement absurde et c'est injuste. C'est illusoire et ça crée forcément un déséquilibre. Donc, vous me suivez? OK. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur le fonctionnement de ça. Et donc, en fait, le but, c'est de redonner de la pertinence à l'humain, en fait, de tirer l'homme de sa servitude, hein, en fait. Hein. Et donc, on comprend que maintenant, si je vous fais le mythe de Sisyphe à l'envers, par le biais de cette méthode, ça voudrait dire qu'en fin de compte, on va retourner dans la métaphore. Vous voyez la montagne de Sisyphe, si je rembourse la dette, en fin de compte, c'est comme si je reprenais un coup de pelle de la montagne de Sisyphe et je la remets dans les trous.
Métaphoriquement, vous voyez le truc en fait? Ce qui fait qu'en fin de compte, la montagne de Sisyphe, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Ok, Sisyphe a moins de servitude et sa pente est beaucoup moins raide. Ok, donc son enfer est moins pénible. Et de surcroît, sa boule devient plus petite. Ok, sa boule devient plus petite. C'est-à-dire que la boule de Sisyphe, il y a déjà, on retire l'utilitarisme marchand artificiel, enfin l'utilitarisme marchand irrationnel, d'accord? Déjà, donc Sisyphe s'oblige moins à la servitude pour créer des trucs de merde qui servent absolument à rien et qui engendrent des externalités négatives, d'accord? Donc la montagne, elle descend, la pente devient moins raide, Sisyphe a moins à porter et la boule rétrécit, ok? Et donc là, on arrive, je dirais, à un équilibre viable entre le fait que les âmes doivent travailler, d'accord? Et le fait que la nature puisse supporter quelque chose de viable. Donc de cette façon, on engendre un équilibre, une justice et une durabilité dans l'association en fait, entre les hommes et la nature. Donc voilà. Alors donc, il faut bien comprendre que tout ça, ça nous fait changer radicalement de paradigme intellectuellement, monétairement et tout ça. Donc ce qui veut dire que on va redonner une vraie pertinence et un vrai sens aux gens en fait. Hein. On va plus s'obliger à faire des trucs complètement bullshit juste pour dire je gagne ma vie. Mais en fait, là, le travail, le métier, il aura un véritable sens. Hein. C'est-à-dire que ce qui était essentiel mais pas rentable dans la petite phrase du début, c'est-à-dire que ce qui est rentable n'est pas forcément essentiel, ce qui est essentiel n'est pas forcément rentable. Et bien là maintenant, en fait, avec cette équation-là qu'on transforme, ce qui est essentiel devient rentable. Donc c'est beaucoup plus motivant. D'accord? C'est-à-dire les hommes, ils ont un véritable sens, une véritable pertinence dans l'action humaine. Ok? Là, on fait vraiment des trucs qui sont vraiment utiles, essentiels, et vraiment, bon, enfin, moi je trouve qu'on serait vachement plus heureux à faire quelque chose comme ça. Attendez, ça serait franchement super. Alors moi, je suis keynésien aussi. Hein. Donc, il faut comprendre que Keynes, il avait dit, un jour, les hommes travailleront 12 heures par semaine. Hein. Donc, peut-être même qu'ils prendront leur retraite à 40 ans. Hein, d'accord? Donc, il est évident que si on se retire de l'utilitarisme marchand irrationnel, il faut bien comprendre qu'on invente un système économique où le revenu des individus ne pourra plus forcément être connecté à ce que j'appelle la méritocratie productiviste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire, de dire ce que Lordon appelle le chantage. Genre, tu travailles, tu bouffes, tu travailles pas, tu bouffes pas. Tu travailles, tu cotises, tu travailles pas, tu cotises pas. Ça, c'est une idée dont il faut se défaire. D'accord? Et donc, l'homo economicus qui surproduit pour réussir, surconsomme pour montrer qu'il a réussi, ça, c'est pareil, c'est un modèle dont il faut se défaire. Donc, il va falloir qu'on devienne plus sage dans nos modes de production, dans nos modes de consommation, et qu'on réduise tout ça de façon à réduire la boule de Sisyphe, moins de servitude, et la montagne de dette hein, qui s'affaisse. Hein, d'accord? Donc, en fin de compte, il faut comprendre aussi un truc, c'est que dans le travail, en fait, il y a deux notions dans le travail. Jean-Christophe, oui. Excuse-moi de t'interrompre dans ton explication. J'ai encore 30 secondes. Ok, ça marche. 30 secondes et je termine. Okay, donc, alors, éventuellement, on pourrait mettre en place un revenu de base ou éventuellement, comme le dit la MMT ou Minsky, hein, ce qu'on appelle un système EEDR, c'est-à-dire qu'une employabilité des hommes à grande élasticité. C'est-à-dire que les hommes seraient employés, en fait, ils seraient payés par l'État, hein, éventuellement, pas par l'État, mais par cet organisme, hein, ils auraient donc un revenu. S'il y a du travail, ils travaillent, mais s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. C'est-à-dire que les hommes sont disponibles en cas de coup de feu. Comme on dit au restaurant, s'il y a un coup de feu, les hommes travaillent, point. S'il n'y a pas de travail, on ne fait pas. Il faut rester pertinent, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc on se retire de tout ce consuméro-productivisme, et les hommes retrouvent enfin le plus beau cadeau que la biologie elle-même leur a donné, le temps. Voilà. Bon, je pense que j'ai été assez clair, je viens de terminer, donc merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et j'attends vos questions, j'attends vos remarques et j'attends vos critiques éventuelles. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour cet exposé fabuleux et qui était très très riche. Je cite un commentaire, Jean-Christophe nous décrit le paradis. Voilà, ça résume bien. En fait, je ne propose pas le paradis, ça serait mentir, mais néanmoins, tout ce que je peux proposer, c'est que l'enfer sera moins pénible. D'accord, ça marche. C'est voilà, pour être réaliste. Ok, entendu. Alors moi, j'aurais une question que Jésus-Christ. Hein. Comment? C'est les mêmes initiales que Jésus-Christ. J'essaie de décrire le paradis. Je ne sais pas charrier. Merci André. C'est un mec bien. Donc, juste avant de laisser la parole aux participants pour poser des questions, moi j'aurais une question concernerait une certaine grille de lecture. C'est-à-dire, quelle grille de lecture pour différencier les activités qui vont être financées par la monnaie dette de celles financées par la monnaie non dette.
Donc, par exemple, je prends l'exemple d'une voie ferrée. Si par exemple un pays souhaite construire une voie ferrée et que ça fait sens, elle sera financée a priori par la monnaie non dette, puisque c'est un projet de bien commun. Par contre, les pelleteuses au sein même du projet, les pelleteuses et les rails et l'extraction, tout ça, la pose des rails financera en fait des activités marchandes. Donc, Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, c'est justement, la question elle est vachement pertinente parce qu'en fait, si tu veux, en gros, c'est un monde non marchand qui, par je dirais, une demande keynésienne, en fait, va donc relancer un monde marchand. C'est-à-dire que l'offre sera relancée par la demande. C'est comme Keynes, en fait. Hein. C'est-à-dire que, tu vois, quand il y a eu le New Deal en 1930, eh bien, en fin de compte, bon, on a fait des grands travaux publics, et ce qui a permis donc de relancer toute une économie et de sortir de la crise de 1929. Alors, comme tu dis, par exemple, il y a des infrastructures routières, ou enfin pas routières, mais ferroviaires qui sont à faire, bon, forcément, il va y avoir donc à mettre en place donc des commandes, en fait. Hein. Et bon, là, si vous voulez, le monde marchand, il devient soudainement rassuré, parce que ce qui n'était pas rentable devient rentable, en fait. D'accord ? C'est comme si je mettais un diamant dans la bouteille, ça devient rentable, en fait. Okay. Et donc, est-ce que tu as réfléchi à une grille de lecture pour différencier ce qui va être financé de la non-dette de la dette? Ça reste, comment dire, ça reste à définir. Parce que, bon, une grille de lecture, maintenant, il faut brainstormer tout ça. Moi, si tu veux, je donne en gros la trame en général, quoi, c'est-à-dire la trame globale. Maintenant, la grille de lecture, c'est tout ce qui est réfuté par le monde marchand sous l'égide de c'est pas rentable, quoi, en fait. Tu vois. Donc, c'est plutôt un processus démocratique, politique, quoi. Hein. Très probablement. Mais de toute façon, tout ça, bon voilà, je ne vais pas le faire le truc tout seul. Après, j'ai besoin de gens autour de moi, enfin autour de l'idée, et puis voilà, on va définir ça. Voilà. En gros, la trame, elle est là, quoi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est. Voilà. Ok, ça marche. Merci, Jean-Christophe. Du coup, je vais prendre les questions. Donc, il y a quelqu'un qui levait la main. Cédric, tu voulais poser une question? Non, et je voulais participer à la réponse de Jean-Christophe, comme je travaille avec lui. Je comprends, Cédric, moi, je suis dans la merde, là, Cédric. Écologiste. Ouais. D'accord. Donc, en fait, je crois qu'une notion fondamentale, c'est la notion de soin. C'est-à-dire que si la collectivité décide ensemble de faire une voie ferrée, dans un objectif de soin, prendre soin des collectivités plutôt que faire de l'amassement financier, bon, eh bien, cette voie ferrée va demander de l'extraction de pierres, de fer pour les rails, etc. Mais ce sera commandé par une optique de soin qui ruisselle, quoi. Exactement. Ce sera pas fait dans un objectif destructif. Alors, ce qui fait que si, in fine, le passeur principal de commande, c'est pour soigner, là, après, ça se décline. Mais c'est sûr que chaque activité a un coût et donc un coût extractif. Mais là, on sera sorti de la furie destructrice dans laquelle on est. D'accord, ok, ça marche. Merci Cédric pour ce rajout. Est-ce qu'il y a des questions à Jean-Christophe sur sa présentation? Levez la main, ou alors soit à l'écran, soit en utilisant l'outil réaction. Vous pouvez aussi lever la main. Benoît, tu as une question? Oui, moi je suis en train de lire un livre, je n'ai pas fini encore, c'est L'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, voilà. Parce que là, je suis à la page 201 et elle parle de ça justement, la double architecture monétaire d'une économie symbiotique, là, et ça résonne bien, ouais, ça a l'air. Ouais. Je n'ai pas fini le livre, mais c'est intéressant. Puis merci en tout cas pour la présentation très intéressante, très fournie et c'est parlant. J'espère avoir été assez clair. Franchement, j'ai mis du mien pour créer ça, pour créer toutes ces phrases. Et je les répète depuis quelques jours, à vrai dire. C'est à moitié impro, c'est à moitié. Voilà. Bon, ça va. Je connais bien ma trame, donc ça me permet de rebondir, quoi. Donc j'espère avoir été assez clair. Si je l'ai été, j'en suis vraiment ravi. Très bien. Super.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jean-Christophe? Moi, j'ai éventuellement une question à te poser, Jean-Christophe. Ça concerne en fait la gratuité des ressources premières, puisque tu as cette logique de double gratuité, donc gratuité d'extraire qui induit logiquement dans ton système une gratuité de réparer. Il me semble qu'il y a quand même une dissymétrie entre ces deux cas de figure, parce que l'extraction, elle se fait à travers des acteurs privés, et alors que quelque part, c'est le public, enfin c'est le collectif, c'est la communauté qui en fait assume la surliquidité nécessaire pour réparer. Et il me semble que là, il y a quand même une dissymétrie. Je me demande en fait déjà à la base si c'est légitime d'avoir cette gratuité de l'appropriation des ressources premières. Et ça rejoint peut-être un peu l'approche de Munich. C'est le truc comme hyper extrême, hein. C'est-à-dire que bon, est-ce qu'on a le droit de prendre les choses comme ça sans avoir à demander son reste, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, quand c'est quoi la croissance? Je prends des choses à la nature, d'accord, j'en fais des marchandises, et puis voilà, en gros, je transforme des zéros en des valeurs positives, hein. C'est ça la croissance, c'est rien d'autre que ça. Donc plus vous voulez de croissance, plus il faudra l'extraction, et puis ensuite derrière, ça fait vivre tout un tas de professions qui sont inhérentes, je dirais, à l'extraction. Donc forcément, maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et surtout, au nom de quoi? À quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Si, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on s'oblige à tuer le soleil pour vendre plus de bougies, à quoi ça sert? C'est-à-dire remplacer ce qui était déjà là avant et qui était très très bien fait par la nature. Vous comprenez, en fait? On cherche à être utile dans des domaines où, en fait, cette utilité-là, elle était déjà existante avant nous et tout tournait très bien. Il y avait le phénomène de proie, prédation, Latka, Valterra, et toutes ces choses-là, tout s'orchestrait magnifiquement. Et aujourd'hui, l'homme, super prédateur, détruit toutes ces équations. Et là, il n'y a plus d'équilibre. On détruit pour réussir et on ne répare pas parce que ça va nous coûter. Il est là le problème. Et donc maintenant, ce qu'il faut, comme tu le disais, comment tu t'appelles, Benoît, par rapport à l'économie symbiotique de Isabelle Delannoy, il est très clair qu'il va falloir qu'on fonctionne de façon symbiotique et que de toute façon, maintenant, notre extraction, la transition écologique, c'est dans le but de faire en sorte que notre extraction devienne symbiotique. C'est-à-dire des choses renouvelables. Hein. Okay. Donc arrêter les énergies brunes, ce genre de choses. Alors maintenant, attention, il y a un piège. Comme le dit l'économiste, je ne sais plus comment il s'appelle, bon, il ne faut pas faire ça d'un seul coup. Ce dont je parle, c'est quelque chose qui va faire genre sur 40 ans, quoi, en fait. Okay, enfin, si ça se fait, hein. Mais bon, a priori, il faut trouver une solution, peut-être que ce sera celle-là, peut-être que ce sera celle-là nôtre. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui dit, voilà, j'ai trouvé quelque chose de bien mieux, je me range derrière, avec aucun problème. Ce n'est pas une histoire d'ego ou quoi. Hein. Bon, c'est tout, c'est comme ça, quoi. Bon, en bref. Bon, question suivante, éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jean-Christophe? Alors, s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. Quelle différence entre ce que tu proposes avec l'État-providence? Quelle est la différence principale? Ah ben, je suis keynésien, donc je suis favorable à l'État-providence de toute façon. L'État-providence, c'est un État, bon ben voilà, les hôpitaux sont financés, hein, c'est l'État-providence de Bismarck ou la sécurité sociale de Ambroise Croizat. Forcément, bon ben là, il nous faut ça, je veux dire. Au titre de quoi, tu vois, je me dis quand même qu'il y a une sacrée immoralité dans le néolibéralisme, parce que quand on sait que celui qui détruit devient le plus riche, et qu'à ce titre-là, lui mérite d'être soigné, enfin, c'est-à-dire par le biais de sa richesse, d'accéder à l'hôpital, tandis que celui qui répare, genre par exemple moi, je prends mon petit plastique et je vais aller nettoyer les plages, je ne suis pas payé pour ça. Et on va me dire, t'es qu'un loser, t'es qu'un perdant, t'es qu'un tocard, tout ça parce que tu fais un truc non extractif, tu ne gagnes pas ta vie et tu répares. Et quelque part, tu es vachement plus utile. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, au titre de quoi un mec qui a détruit la nature, c'est vrai, c'est immoral. Enfin, c'est même pas un jugement de valeur. Enfin, je trouve ça immoral, quoi, tu vois. C'est-à-dire, le mec qui a détruit la nature au nom de sa richesse, il aura le droit de mettre ses gamins dans des écoles, hein, il aura le droit de mettre ses anciens dans des EHPAD de qualité, il aura une retraite, il pourra mettre, enfin, je veux dire, bon, à l'hôpital, il a le droit d'être soigné de façon convenable. Alors que le mec qui répare les externalités négatives, le mec, vous comprenez? Je veux dire, ce que cette espèce d'idée néolibérale nous oblige à avoir comme façon de voir les choses complètement paradoxale en ce qui concerne l'utilité et le mérite. C'est-à-dire que ce qui est utile, c'est juste ce qui est rentable.
En revanche, ce qui n'est pas rentable, c'est pas utile, donc ça mérite pas ça mérite pas d'être soigné et tout. Mais non, il faut arrêter cette espèce d'idéologie néolibérale qui nous oblige à. Vous voyez. Alors, je vais peut-être préciser ma question. Vas-y. J'avais dit donc quelle différence avec l'État-providence, donc je vais reformuler. C'est l'État-providence. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a? L'État-providence, c'est quelque chose qui a déjà existé. Oui. Et qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui différencie ton concept par rapport à ce qui existait entre 1930 et 1970? Ok, alors si tu veux, bon, l'État-providence keynésien, il était financé par l'impôt, d'accord? Donc c'est-à-dire que, ouais, il est là le problème, c'est qu'en fin de compte, il ne faut plus financer ces choses-là par l'impôt. Parce que l'impôt oblige à l'extraction plus tard. Donc en fin de compte, c'est un pari sur le futur que l'impôt sera remboursé par un monde marchand qui va extraire plus tard de façon à rembourser l'impôt. Ok? C'est-à-dire que ça va alimenter la dette publique. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est des choses à l'avance et ensuite un ruissellement vers le monde marchand. C'est beaucoup plus pertinent. Parce qu'en fin de compte, il faut comprendre un truc. C'est que l'égoïsme des hommes fait que les choses, cette dynamique de fluide, comment dire, ce ruissellement n'est pas spontané en fait. C'est-à-dire qu'il faut, entre guillemets, le diriger politiquement parce que les hommes ne le font pas. C'est-à-dire que quand vous avez des lingots d'or, ok, moi je suis un écologiste, je viens vous voir, je vais frapper à votre porte, vous avez des lingots d'or, je vais vous demander, bonjour monsieur, est-ce que vous voulez bien me donner 2 ou 3 lingots d'or pour que je finance la transition écologique? Le mec qui va me dire, écoute Coco, t'es bien gentil, mais moi j'ai ma 150e Ferrari à acheter, j'en ai rien à foutre de la transition écologique, d'accord? Tandis que, imaginons qu'on fasse autrement, on fasse cette transition écologique, et ensuite il y a un ruissellement. C'est-à-dire que les lingots d'or, d'abord, enfin, je ne fais pas l'apologie de l'État en or, c'est juste une métaphore. Bah, en fait, si tu veux, cette monnaie, elle va ruisseler sur le monde marchand après avoir rendu service à un monde non marchand. Mais avant, on attendait à prendre l'argent de l'impôt pour financer l'État-providence. Il ne faut plus faire comme ça. C'est illogique. Et il faut comprendre un truc, c'est que ça, la situation dont on est là, quelque part, anthropologiquement, c'est logique. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on produise de la richesse, d'accord, pour tirer un impôt qui servira en fait au monde non marchand, qui permettra donc les choses qui relèvent de ce qu'on appelle le régalien, c'est-à-dire la police, la justice, l'armée. Ça, c'est pas du monde marchand, ça. Okay, donc il fallait tirer un impôt donc, pour faire ça. Et donc, en fait, ça nous vient d'un intellectuellement, anthropologiquement, historiquement, d'une façon de voir les choses qui nous vient de très très loin, en fait, depuis les balbutiements de la monnaie. C'est-à-dire il faut faire des échanges, ensuite faire tirer un impôt depuis ces échanges pour faire les choses qui relèvent de la logique non marchande. Okay, mais maintenant, c'est arrivé dans des proportions telles qu'on s'oblige à échanger, alors qu'en fait, quand on regarde le monde, et qu'on retire les lunettes de comptable, tu vois, les œillères de comptable obsédés par la rentabilité, eh bien, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on n'a pas tant que ça besoin de produire une millième marque de smartphone obsolescence programmée. On n'a pas besoin de créer une millième marque de pot de yaourt avec un déchet plastique. On n'a pas besoin de créer une millième marque de Ferrari ou de voiture qui va très très vite. On n'a pas besoin de ça. Quand tu retires les lunettes de comptable et de la rentabilité, tu dis on a un monde à réparer, une planète à réparer, une planète à entretenir. C'est notre vaisseau spatial. Si on ne l'a pas, il n'y a pas d'échappatoire. C'est tout. Et nul ne sera à l'abri. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on répare le monde sur lequel on est. Et dorénavant, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on crée un système monétaire qui motive les hommes à faire les choses qui étaient traînées de la patte par le biais d'une incomplétude de notre système économique et financier. C'est-à-dire, bon, ce sont des choses qui coûtent et ne rapportent pas. Maintenant, par création monétaire ex nihilo, ce sont des choses qui, entre guillemets, rapportent. Et on crée une nouvelle sorte d'entrepreneur, on crée une nouvelle sorte d'action humaine. On crée une nouvelle action humaine. C'est une innovation. Pour résumer, du coup, la différence entre l'État-providence et avant, c'était financé par l'impôt. Avant, c'était passer de l'impôt à la création monétaire non dette, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, c'était financé par l'impôt, d'accord? Donc, il fallait qu'on rembourse cet impôt, d'accord? Ou alors qu'on le paye en avance, ou alors qu'on le paye après. Donc, en fait, c'est de la dette publique, la dette souveraine. L'impôt, il faudra le rembourser au monde marchand, on dira il faut rembourser la dette souveraine. Donc, forcément, il faut créer des choses à externalité négative. Donc, le problème est là. Okay. Maintenant, on répare directement les externalités négatives et la monnaie ruisselle vers le monde marchand par un ruissellement, ce que j'appelle le ruissellement keynésien. Ok. Il y a Michel qui a une question. Et après Dominique. Michel, il faut que tu mettes ton micro. Tout à fait.
Ah, pardon. Voilà, c'est Oui, excusez-moi, j'étais sur Zoom pour plateforme en commun et je vous rejoins que maintenant. Ah. Vous saluer. Ah, d'accord. Bonjour Michel, bienvenue. Heureusement, je peux terminer. Moi, j'espère que vous aurez l'occasion de la voir. Du coup, Dominique, Qu'elle vous tu plaira. avais une question? Oui, bonjour. Non, en fait, moi, c'était plutôt pour une remarque. Enfin, moi, j'aime bien l'analogie entre de cette manière de voir le monde, comme le monde, c'est notre maison, en fait, dont nous sommes tous colocataires. Et je vois bien le monde comme étant un immeuble, mettons, un immeuble, et cet immeuble doit, dans un immeuble, il y a toujours un administrateur de biens qui s'occupe de gérer l'entretien de l'immeuble, moyennant quoi les locataires, après ça, font ce qu'ils veulent chez eux, participent à l'entretien de l'immeuble si ça fait partie de leurs compétences. Et ça suppose que l'administrateur de biens ait la propriété d'une certaine manière. En fait, il ne fait représenter que les copropriétaires. Donc, les copropriétaires ont la propriété lucrative de l'immeuble, propriété lucrative qui permet de financer son entretien. Et donc, pour moi, enfin, de mon point de vue, moi, je suis tout à fait d'accord avec la vision de la monnaie que tu présentes, Jean-Christophe. Et de mon point de vue, il faut y ajouter le contrôle des ressources, c'est-à-dire qu'il faut que l'État, non seulement, enfin que l'État, j'aime pas ce terme d'État parce que ça veut dire tellement de choses. Une sorte de gouvernance, quoi, une sorte de gouvernance démocratique. Voilà, c'est ça, qui est une gouvernance démocratique qui contrôle à la fois la monnaie et la propriété et qui détiennent la propriété lucrative des ressources premières, c'est-à-dire de la biosphère en général, hein, je veux dire les océans, l'atmosphère, les forêts, enfin, ils gèrent tout ça, tout comme l'administration française gère les forêts, gère tout ce qu'il y a sur son territoire, gère les réseaux de communication, matériel, énergie, informationnel, gère les services de santé, l'éducation, les immeubles. Oui, les immeubles, ce sont des biens communs dont la propriété lucrative devrait être à la collectivité, sachant que c'est la collectivité qui financerait leur construction, éventuellement selon les desiderata de ceux qui en détiendraient la propriété d'usage. Bon, les grandes entreprises font aussi partie des biens communs. Les médias qui fabriquent l'opinion font partie aussi des biens communs, bien qu'il faille leur laisser évidemment une grande liberté. Le savoir, ça fait partie des biens communs, c'est-à-dire que les brevets, etc., c'est du bien commun. Yann m'avait fait remarquer qu'il fallait inclure aussi les informations stratégiques, en fait, tout ce qui permet de contrôler toutes les informations qui permettent de contrôler tout ce qu'on veut par derrière, d'une certaine manière. Et puis, bien évidemment, la monnaie dont tu parles. Et à mon avis, donc, la monnaie, c'est essentiel, c'est la première jambe, quoi, mais il ne faut pas oublier non plus la propriété lucrative des ressources premières, qui permet d'ailleurs de financer l'entretien de notre planète. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, c'est comme tu dis, hein, Dominique, hein, tu vois, à la rigueur, ce genre de truc, si cette conférence arrive aux oreilles, par exemple, de gens comme Étienne Chouard, hein, bon, lui, il est très, très spécialiste, je veux dire, de tout un système, je veux dire, de gouvernance démocratique. Et lui, bon, maintenant, il faut bien comprendre un truc, hein, c'est ce que je viens de dire là, ça reste à brainstormer, ça reste à partager avec plein de gens, et il faut apporter plein d'expériences. Et puis bon, peut-être que ça va faire un petit peu le tour, ça va peut-être un petit peu buzzer, et puis il y a des gens qui vont tilter, ils vont avoir des idées qu'on n'avait pas eues en fait. Hein. Plusieurs cerveaux fonctionnent mieux qu'un, bien entendu. Mais il est évident qu'au niveau de la gouvernance, tu vois, il faut qu'on pense, il faut qu'on brainstorm, quoi. Là, je te vois, franchement, il y a tout un tas de questions auxquelles je ne saurais encore répondre. Bien évidemment. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est bon, c'est à moi? Oui. Oui, oui, juste par rapport aux monnaies locales, moi, parce que je me suis intéressé à ça il y a quelques années,
Et en fait, j'ai l'impression que ça prend déjà en compte les externalités négatives parce que dans les chartes des monnaies locales, il y a toujours le fait que ce soit local, bio, que ce soit aussi, il y a un côté social au niveau des entreprises qui sont sélectionnées pour avoir accès à la monnaie locale. Donc, et ça, c'est à l'avantage d'être déjà, bon déjà, c'est déjà sur le territoire, il y a quand même pas mal qui sont déjà en circulation dans plusieurs villes. Et puis je trouve que c'est assez accessible dès maintenant, quoi. On peut le faire déjà dès maintenant sans passer par des bouleversements politiques, des lois à mettre en place, etc. Donc je sais pas ce que tu penses des monnaies locales, mais Ah, en fait, c'est très très bien les monnaies locales, mais comprends bien une chose, c'est que la solution que je te propose, là, c'est carrément un paradigme systémique. D'accord? On est carrément bien. En fait, sans vouloir être condescendant, tu me parles de monnaie locale, c'est comme si tu disais, bon, voilà, ça c'est une fourmi et là à côté, tu as King Kong, quoi. Non, mais par métaphore. Bon, je ne suis pas condescendant, c'est des très bonnes idées. Moi, la June et tout ça, ça peut être des très très bonnes idées. Holochain, la June, les mots locales, Bernard Lietaer et tout ça, ok, c'est très chouette, c'est très bien. Mais maintenant, il faut comprendre aussi une chose, c'est que ce n'est pas que des monnaies locales qu'on va arrêter l'utilitarisme marchand irrationnel avec le système monétaire global tel qu'on connaît. bien sûr, bien sûr. Comprends bien que là, si tu veux, je m'attaque à un paradigme systémique. Bon, les monnaies locales, c'est sympa. Mais maintenant, excuse-moi, c'est pas assez gros. Enfin, si tu veux, moi, je vise, peut-être plus ambitieux, peut-être, l'étage au-dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr, mais moi, je parle. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Ah oui, non, moi je voulais dire ce qu'on peut faire déjà maintenant, parce que c'est vrai que c'est sûr que c'est idéal, hein, ton système, mais par contre, ça va pas se faire avant. Ah ouais, non, mais bon, tu sais, malheureusement. je suis un grand utopiste, moi. Je suis enfin un grand. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Un grand optimiste, tu vois. Moi, je suis du style à dire, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. En gros, ça, c'est mon petit côté idéaliste et un petit peu révolutionnaire, un peu fou, quoi, tu vois. Et je pense que des fois, et notamment maintenant, il faut un petit grain de folie et se dire, bon, si un petit machin, Corona 19 machin, là, a réussi à arrêter la planète entière pendant 5 mois, et que bon, ben, il y a une crise financière. Bon, les monnaies locales, c'est très très sympa, mais maintenant, il va falloir éviter que. En fait, je crois qu'il faut. Enfin, je suis peut-être prétentieux quand je dis ça, mais je crois qu'il faut un grand modèle maintenant pour rassurer les gens dans le monde. C'est ce que je suppose. C'est peut-être prétentieux ce que je dis. Non, mais t'as raison. Je pense, hein. Ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Enfin, l'Assemblée, oui, c'est ça. Dans le chat, Dans le chat. il y avait Ouais. une question de Luc qui lui demandait en fait à Jean-Christophe s'il connaissait le chartalisme MMT. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, si tu veux, ça s'inspire de la théorie chartaliste, d'accord? Alors, la MMT, le chartalisme, bon, oui, ça s'en inspire. Mais bon, je ne suis pas encore super spécialiste de la MMT. Bon, j'ai déjà vu des choses de Stephanie Kelton, Randall Wray, enfin, ces gens-là, en fait. Et puis, bon, ben, il y a aussi Robert Conneau, qui, en France, est le traducteur et puis, a priori, qui aime cette vision, cette méthode. Bon, néanmoins, je peux peut-être me tromper quand je dis ça. Je peux peut-être me tromper, entendons-nous bien, d'accord? Je n'ai pas la science infuse, ça reste à brainstormer, d'accord? Je pense que c'est un petit peu incomplet dans la mesure où, en fin de compte, je pense qu'il y a quand même des banques commerciales qui ont une certaine utilité. Enfin, maintenant, c'est une idée très personnelle. Et laisser uniquement la création monétaire à une grande banque comment dire, qui serait nationale, en fait, hein, voilà, c'est peut-être incomplet. D'autant plus que la MMT, ça implique l'idée qu'il faut reprendre une souveraineté monétaire, d'accord? Donc, Frexit, ok? Bon, on n'y est pas encore. Bon, peut-être que lorsqu'on aura fait le Frexit, s'il a lieu, on passera à la MMT, hein, donc on aura les solutions dont, par exemple, je ne sais pas, moi, Jacques Sapir ou Cheminade ou Asselineau qui nous diront, bon, ben voilà, on reprend le Frexit et on reprend le contrôle comme avec l'époque du circuit du Trésor avant 73, hein, par exemple, et on crée quelque chose de beaucoup plus pertinent en termes de transition écologique. Mais bon, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut surtout créer, je dirais, une idée mondiale
Alors, ça pourrait éventuellement s'appliquer au niveau, ce que je dis moi, hein, d'accord, la méthode que j'avance. Ça pourrait s'appliquer éventuellement au niveau national en cas de Frexit. Ça pourrait s'appliquer éventuellement au niveau européen en cas de révolution de la troïka européenne, hein, ou ça pourrait, bon, ce qui n'est pas gagné, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais il faut bien comprendre que la transition écologique, c'est pas que la France. La MMT suppose qu'en fin de compte, il faut reprendre la souveraineté. Hein. Elle suppose, hein, d'accord. Peut-être qu'il faut améliorer le truc. Mais peut-être qu'il faudrait faire quelque chose, une sorte de MMT au niveau mondial, mais qui orchestrerait la planète sous l'égide d'une grande ambition où tout le monde ferait la transition écologique. Et puis, j'avais pensé aussi, bon là, ça va très très loin. Vous vous rappelez de Keynes, ce qu'il disait avec le Bancor? Le Bancor. Vous vous rappelez de Keynes? Le Bancor de Keynes, c'est-à-dire quand il a proposé aux accords de Bretton Woods le Bancor, et ça n'a pas été accepté. On a passé à l'étalon or américain. C'est les Américains qui ont gagné le bras de fer entre Keynes et l'étalon or, en fait, d'accord. Bon, on voit ce que ça a donné l'étalon or américain. Hein. Bon, je pense qu'il y a beaucoup plus pertinent à faire. Et je pense que remettre le Bancor sur la table, c'est-à-dire créer une sorte de monnaie entre guillemets supranationale, d'accord, sur lequel viendraient s'étalonner toutes les monnaies, et en fin de compte, on aurait cet organisme qui serait a priori peut-être international et qui diffuserait cette monnaie sous l'égide d'un Bancor. Et bon, pourquoi pas une crypto-Bancor? Vous voyez ce que je veux dire? Avec une limite, ce genre de choses, en fait, pour éviter des phénomènes d'inflation, ce genre de choses. C'est à étudier, c'est à étudier. Je veux dire, il faut être créatif. De toute façon, dites-vous bien qu'un système monétaire, il y a rien de figé dans le marbre, quoi. On peut être créatif et modeler plein de choses, plein de choses de façon. En fait, il faut être pertinent et dire que la transition écologique, ça ne va pas concerner que la France ou l'Europe, ça va concerner la planète entière. Donc, en fait, a priori, ce que je suppose, c'est que la planète entière va devoir trouver un nouveau système économique et éviter des guerres dans des mésententes. On dit ouais, mais non, 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 ouais, non, non. Bon, il va falloir trouver un système monétaire où tout le monde accorde ses violons de façon à pouvoir éviter des catastrophes, des mésententes qui arrangent tout le monde. Parce qu'en fin de compte, quelque part, on va pouvoir créer des nouvelles sortes d'emplois, des nouvelles sortes de métiers. Et bon, ben, tout le monde aura tiré une épingle du jeu dans ce modèle. C'est-à-dire qu'on aura des professions de la réparation, comme une monnaie soin, c'est-à-dire une monnaie qui est un soin au lieu d'une monnaie de prédation, en fait. Donc, je pense que tout le monde aurait éventuellement à gagner dans cette méthode. Donc la MMT, bon, c'est sympa, mais ça suppose donc une souveraineté. Je me trompe peut-être, mais bon, voilà. Ok, merci Jean-Christophe. Moi, je ne connaissais pas la MMT, donc ça m'a permis de m'introduire ça. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être prendre une dernière question? Est-ce qu'il y a encore une question dans l'Assemblée? Non, pas d'autres questions. Est-ce que tu veux peut-être dire un petit mot final, Jean-Christophe? Bah écoutez, moi, franchement, je suis ravi que des gens aient pris le temps de m'écouter. C'est très flatteur, c'est très gratifiant, je dirais. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que bon, ben, vous allez méditer sur ça. Et vous allez, peut-être que cette nuit, vous allez réfléchir et vous dire, tiens, pourquoi on ne pourrait pas améliorer ça avec ça. En fait, bon, ben voilà, ce qu'il faut, c'est maintenant mettre toutes les idées sur la grande table des idées, de toute façon, et puis se dire, bon, ben, il y a quelque chose de nouveau à faire, quelque chose de complètement nouveau à mettre en place, et ben, simplement une planète à sauver, et puis nos enfants à sauver. On aime nos enfants, moi j'aime les miens, et j'ai envie de leur délivrer un monde beaucoup plus viable que celui que... Je veux pas que ce soit des petits Sisyphes qui poussent une boule absurde au sommet d'une montagne imprenable. Je veux que ce soit des enfants qui soient heureux et qui retrouvent le temps de vivre, le temps d'étudier, le temps d'apprendre de la philosophie, des choses vraiment essentielles, mais qui ne sont pas nécessairement rentables. Voilà. Et bon, bonne chance à tous dans cette grande aventure. Et bon, je vous aime tous et portez-vous bien. Et voilà. Merci beaucoup Jean-Christophe pour ton apport et ces discussions intéressantes. Là, c'est passionnant et on va voir ce que le futur nous réserve en termes de monnaie et de finances et de nouveaux paradigmes, comme tu dis là. Donc, merci à toi. C'est moi qui vous remercie tous. Merci à chacun d'avoir participé et on vous retrouve dans de prochaines conférences. À bientôt.